Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. Nouveau blackout sur l'île de Tahiti ce matin en cause d'une mauvaise manipulation lors d'une opération de routine sur le réseau EDT. Il a fallu presque 2 heures aux techniciens pour tout remettre en marche. Après le suraccident hier qui a fait 8 blessés sur les hauteurs de Miri à Punaoya, quelle est la législation en matière de prévention des risques dans le milieu du travail? Éléments de réponse dans quelques instants. Suite et fin du procès en appel d'Herm Aurea, les 16 avocats de la défense ont plaidé la relaxe générale des 6 condamnés de l'affaire ainsi que de la compagnie Herm Aurea. Selon l'avocate de l'ex-directeur du GESAC, la vengeance n'a pas sa place dans ce procès. Plus de 2000 cas de dengue de type 2 recensés depuis le début de l'année. En cette saison de pluie, la vigilance reste de mise pour se protéger de la maladie. On attendait beaucoup de cette réunion, mais aucune information nouvelle ne semble émerger du COSCEN en cette fin de journée. Le président du CIVEN, Chris Nart, a d'ailleurs fui les journalistes à sa sortie de réunion. Enfin, pour terminer notre rubrique au cœur du Fénois, nous embarque à Rimatara, où Tati nous dévoile son quotidien, une vie qui tourne autour de l'agriculture et de la pêche. Mais d'abord, ce nouveau blackout sur l'île de Tahiti survenu aux alentours de 9h30 ce matin. Selon EDTNJ, c'est ce boîtier du réseau électrique situé à Aroué qui aurait disjoncté suite à une mauvaise manipulation pendant une opération de routine. Sauf qu'il faut, dans ce cas précis, 2 heures pour que tout refonctionne. 900 opérations de routine de ce type sont pourtant réalisées chaque année sur le réseau. Si aucun dommage n'a été déclaré par l'entreprise, cette panne a tout de même perturbé la circulation centre-ville et les transactions des commerçants durant 2 heures. Le courant n'a été rétabli qu'aux environs de 11h30 sur toute l'île de Tahiti. Il s'agit du deuxième blackout après celui du 10 octobre dernier provoqué par un incendie sur les installations de la TEP à Ponaru. On écoute Yann Wolf, directeur des exploitations chez EDT, qui nous explique les raisons de cette panne. Ce matin, nos équipes réalisaient une opération assez courante de maintenance. On fait ce type d'opération 800 à 900 fois par an. Donc, et avant d'intervenir pour faire de la maintenance, on a une partie de mise en sécurité des réseaux. Et ce matin, il y a eu une erreur humaine, ce qui fait qu'on a créé accidentellement un court-circuit. Et quand on est en blackout, on a une procédure de redémarrage depuis blackout qui nous prend entre 1h30 et 2 heures. Donc ce matin, on a mis 1h45 pour envoyer le dernier client. C'est dans la normalité de ce qu'on peut faire sur une île de la taille de Tahiti. Voilà, et selon un communiqué du Haut-Commissariat, la coupure de DTNJ serait à l'origine du déclenchement des alertes tsunami ce matin dans la commune de Pirée. On vous en parlait hier, un bûcheron blessé au visage, des pompiers et médecins blessés après lui avoir porté secours. Les accidents du travail ont augmenté de 4,7% l'an dernier, soit plus de 2000 personnes blessées. Pour éviter ces situations, la direction du travail prône la prévention plutôt que la répression. Hedienko, Marcel Bounou. En 2018, il y a eu 2101 accidents de travail, soit une augmentation de plus de 4% par rapport à 2017. Charges lourdes, travail en hauteur ou encore outillage dangereux, les métiers à risque sont nombreux. Dans une entreprise avec ce type d'activité, des lois s'appliquent sur l'équipement, les formations ou les préventions des risques encourus. À la direction du travail, une cellule est dédiée depuis 2011 à l'information et à la prévention de ces risques. Dans l'absolu, le Code du travail s'applique à tous les employeurs qui embauchent des salariés. Dans le Code du travail, tu as toute la partie exécution du contrat de travail, le contrat de travail, le salaire, les congés, et toute la partie santé, sécurité au travail, prévention des risques professionnels pour chacun des risques qui peut exister dans l'entreprise. Si les entreprises ne respectent pas le Code du travail, dans l'absolu, par rapport à certains non-respects, parce qu'il faut que ce soit bien précisé au niveau du Code du travail, on peut leur mettre des amendes administratives, voire dresser un procès-verbal contre ces entreprises et déposer ce procès-verbal au niveau du procureur de la République. Chaque année, une vingtaine d'entreprises se font taper sur les doigts pour cause de manquements graves à la sécurité de leurs salariés, avec des amendes d'au moins 180 000 francs par salarié impacté. Parmi ces métiers à risque, celui de docker qui au fil des ans a fait pas mal de victimes. Selon Mahinoui Temar'i, c'est la convention collective qui pose problème.
Il faut savoir que ça fait 47 ans que je travaille ici et 47 ans, il n'y a pas de sécurité au niveau du port autonome. Nous avons la sécurité dans l'entreprise et l'entreprise a une concession avec le pays pour qu'ils travaillent à l'intérieur, mais 2000 entreprises qui rentrent à l'intérieur, il n'y a pas de concession, il n'y a pas d'autorisation. Le port a autorisé chaque personne de rentrer comme ça et nous, on n'est pas protégés. Le premier ministre qui est venu depuis Solia, puis à Luc Fatau, et aujourd'hui c'était Meharo. Il y a une convention collective pour l'intérieur du port, ce n'est pas pour les accouniers, qui a été préparée, qui a été mise en place par l'inspection du travail, qui est Yandouya, et c'est resté comme ça, on attend, il n'y a rien qui bouge. Depuis 2014, 16 personnes sont décédées en Polynésie sur leur lieu de travail. Et sachez que parmi les blessés hier sur les hauteurs de Miri, on compte un pompier et un médecin qui sont toujours hospitalisés. Ils ont les poumons perforés et les côtes cassées, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Au chapitre judiciaire, le procès d'Herm Orea en appel touche à sa fin. Après les réquisitions de l'avocate générale hier, place aujourd'hui aux plaidoiries de la défense avec 16 avocats et cette phrase qui interpelle. Même s'il y a eu des manquements qui ont causé l'usure du câble, ces manquements n'ont pas causé l'accident, dira l'avocate d'Herm Orea pour plaider la relaxe de la compagnie. Lucille Guichet-Tiraou, Jérôme. Dernier jour de procès en appel pour Herm Orea et dernier jour pour la défense pour faire entendre sa voix. 16 avocats se succèdent pour défendre les prévenus, certains venus de métropole. Ensemble, ils plaident la relaxe générale. Quand vous commettez une faute au pénal, la faute, il faut qu'elle ait causé le dommage, il faut qu'elle ait causé l'accident. Si on nous dit que vous avez commis des manquements dans la maintenance, nous ce qu'on dit c'est que ces manquements n'ont pas causé l'accident. Même s'il y a eu des manquements et qui ont causé l'usure du câble, ces manquements n'ont pas causé l'accident. Car en droit pénal, le doute doit profiter aux prévenus. Alors, l'innocence devient une réalité judiciaire, plaide une avocate. Il ne faut pas remplacer la recherche de vérité par la recherche de culpabilité. Ça ne peut pas être le câble ensuite et surtout en raison de la résistance résiduelle que le câble présentait, nonobstant le taux d'usure, d'après les différents essais de traction qui ont été réalisés par les laboratoires les plus célèbres et les plus compétents. Les 7 prévenus et Herm Orea encourent jusqu'à 3 ans de prison et une interdiction définitive d'exercer pour homicide involontaire. Ainsi se referme le procès en appel d'Herm Orea dans l'attente de la décision de justice. Justice toujours, Cocodine est définitivement écarté des municipales de 2020, reconnu coupable de harcèlement sexuel avec circonstances aggravantes parce qu'il a usé de l'autorité de sa fonction d'adjoint. Il écope de 12 mois avec sursis, 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Il doit également à la victime 1 413 000 francs pour préjudice financier et moral. 4 millions à verser également à la CPS pour les prestations déboursées. On écoute Dominique Bourrion, avocat de la mairie d'Aroui. Très satisfait, c'est une excellente décision. Il fallait que les actes de M. Dean soient sanctionnés sévèrement, ils l'ont été, à la mesure de ce qu'il a fait. Le tribunal a retenu des circonstances aggravantes dans le cadre de ses fonctions. Je trouve que le jugement est excellent et on est très, très satisfait, effectivement. Quant à la mairie qui avait demandé une indemnité, elle a été déboutée. Le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger son employé. Et puis en bref, hier, un détenu de Noutania a été retrouvé pendu dans sa cellule. Selon les premiers éléments de l'enquête dévoilés par la dépêche, l'homme souffrait depuis quelque temps et réclamait des antidouleurs. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes du suicide. Et on parle santé avec les chiffres de la dengue de type 2 toujours en hausse et plus de 2000 cas identifiés par le bureau de veille sanitaire depuis le début de l'année. L'épidémie semble se stabiliser. Pour autant, il est recommandé de prévenir les attaques de moustiques. La saison des pluies n'a pas encore démarré et les chiffres pourraient bien exploser. Caroline Fari, Mirko Vanfou. Nelly a contracté le virus de la dengue il y a une dizaine de jours. En soirée, quand les moustiques attaquent fort. Résultat, une grosse fatigue et des symptômes douloureux. Des douleurs, l'éruption cutanée qui apparemment signe la fin de la dengue. Voilà.
Voilà. Mais ça reste quand même un certain temps. Alors je suis retraitée, ça n'a pas eu d'impact sur ma vie professionnelle, mais certainement que ça aurait été, j'aurais pas pu travailler pendant plusieurs jours là en tout cas. Depuis le début de l'épidémie, bon nombre de personnes sont immunisées. Mais la saison des pluies n'étant pas vraiment installée, il faut rester vigilant. Même si l'épidémie semble stabilisée, les médecins voient encore beaucoup de patients infectés. On en voit donc encore pas mal et c'est stable au jour le jour. Mais effectivement, la saison des pluies arrivant, ça risque de reflamber en fonction de la multiplication des gicas moustiques lorsque les grosses pluies vont arriver. Ouais. Côté traitement, pas de remède miracle. Rien ne sert de se précipiter sur l'aspirine ou les anti-inflammatoires. Les pharmacies préconisent uniquement les antalgiques. Ils viennent demander conseil, mais généralement, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas donner grand-chose pour la dengue. On peut donner principalement du paracétamol, qu'on retrouve dans le Doliprane, les Feralgan, donc pour la fièvre. Après, il ne faut surtout pas donner d'anti-inflammatoires, donc type Advil et Nurofen, puisque ça peut majorer les risques hémorragiques. Les recommandations ne changent pas. Surveiller les gîtes et se protéger des moustiques avec des produits répulsifs dont les prix sont plus ou moins accessibles. Voilà, et tous les archipels sont aujourd'hui touchés. Je rappelle qu'à l'origine, l'épidémie est partie de 2 cas importés de Nouvelle-Calédonie. Également dans l'actualité du jour, l'indemnisation des victimes du nucléaire. Le Conseil d'orientation du suivi des conséquences des essais nucléaires, le COSCEN, a profité du passage du président du CIVEN pour organiser une réunion exceptionnelle cet après-midi. À l'ordre du jour, bien sûr, de nombreux points en vue de la visite présidentielle en avril prochain, mais rien de très concret. Brigitte Olivier, Mirko Vanfo. La visite prochaine d'Emmanuel Macron est au centre de toutes les préoccupations des principaux acteurs du très chaud dossier du nucléaire. Les responsables du COSCEN, dont Édouard Fritsch est le président depuis 2016, et ceux du CIVEN, souhaitent présenter des propositions ficelées et acceptables au président de la République. Ils devront sans doute déchanter, car déjà la loi Morin est un premier frein. Il faut agir au niveau du Parlement, il faut convaincre l'exécutif polynésien de soutenir les parlementaires dans les changements qu'on demande. Mais je pense que le CIVEN ne fait qu'appliquer la loi Morin. D'autres points à l'ordre du jour, le centre de mémoire dont le financement par le pays ne passe pas et le chiffre lancé hier par le président du conseil d'administration de la CPS. 77 milliards que l'État, pour être juste, devrait verser dans ses caisses. Une proposition avalisée par le député Moetai Brozerson. Je la soutiens, mais à 300%, à 3000%. Je trouve que c'est totalement justifié. Maintenant, il faut, dans ce genre de dossier, il faut travailler sérieusement, il faut étayer les chiffres qu'on avance et puis il faut aller au bout de la démarche parce que cette histoire de remboursement de la CPS, c'est un peu le serpent de mer qui réapparaît tous les 2 ans et puis après ça fait plouf. L'association 193, quant à elle, représentée par Frère Maxime, a refusé de siéger. Frère Maxime a donc fait les 100 pas, tandis que les heures s'égrenaient au motif que l'histoire est réécrite. Écoutez bien, par des négationnistes. Alain Chrisnart, lui, a finalement quitté la réunion sans vouloir répondre aux questions des journalistes. Et à Strasbourg, André Rouget, le député européen du Rassemblement national, est intervenu pour demander à l'Europe d'appuyer les demandes d'indemnisation. On l'écoute. Suite aux essais réalisés dans la zone, risquant à terme d'être conjugués au déversement des eaux contaminées de Fukushima dans l'océan Pacifique et aux essais américains dans les îles Marshall, certains de nos compatriotes ont été atteints par des maladies radio-induites particulièrement graves. Dans le cadre de ces compétences prévues par les traités, l'Union européenne doit s'impliquer aux côtés de la France pour protéger nos compatriotes polynésiens et contribuer à leur trouver des traitements adaptés. Nos compatriotes de Polynésie française ne sauraient être regardés comme des citoyens de seconde catégorie. Ils devraient bénéficier de la part des institutions européennes d'une aide à la hauteur de la considération qu'ils méritent. Je vous remercie, Maro. Quant à Patrick Gallnon, président du conseil d'administration de la CPS, il réclame haut et fort les 77 milliards de francs que devrait, selon lui, l'État à la CPS au titre des sommes avancées par la Caisse pour les maladies radio-induites. Une facture calculée sur la base des premières indemnisations validées par le CIVEN. Patrick Gallnon était l'invité café de ce matin. Écoutez-le. Jusqu'en 2016, le CIVEN nous a remboursé
pas beaucoup de malades, mais quelque chose comme 11 malades qui avaient été reconnus comme des victimes du nucléaire. Et ces 11 malades ont été indemnisés de leur part. Et la CPS a été remboursée pour ces 11 maladies. Et pour ces 11 maladies, en moyenne, ça faisait 7 200 000 de mémoire par victime. Et aujourd'hui, dans nos tableaux, nous avons 9 507 cas que nous avons soignés. Donc vous multipliez tout simplement 7 200 000 par 9 507 cas et vous trouvez le chiffre. Voilà, et demain, la mission du CIVEN sera plus détaillée avec le haut-commissaire Dominique Saurin, qui sera l'invité café de votre matinale radio. Il s'exprimera entre autres sur le thème du Conseil de prévention pour la délinquance, les violences intrafamiliales, l'AIS et la délinquance routière. À Moorea, le mouvement social s'enlise à l'Intercontinental de Moorea avec 40% des salariés en grève, et cela malgré les négociations de cet après-midi entre direction et syndicats. Pour les hôtels de Tahiti, Bora Bora et Teti Arua, les discussions reprendront demain. En tout cas, la direction du groupe rappelle qu'elle n'a pas l'intention de réintégrer les 4 employés licenciés pour harcèlement sexuel. Enfin, pour clore ce journal, comme promis, au cœur du Fénois nous conduit ce soir à Rimatara pour découvrir un enfant de l'île, Jacques Teoropa, surnommé sur son île Tati. Il a fait le choix de vivre des produits de sa terre, un choix qui a aussi ses contraintes, une vie faite de labeur qui lui permet de vivre dignement. Rencontre avec Stéphane Ratino, Laïte Mauri et Patita Savia. Des pieds dans la boue, presque jusqu'aux genoux, des mains à ne pas compter les heures, façonnées sans cesse par le labeur, et un visage d'homme. Son regard seul nous parle déjà. L'existence, la vie ilienne. À Rimatara, nous voici avec Jacques dans son quotidien. Un ciel bleu pour la carte postale, le calendrier comme destin, la répétition des saisons, les mêmes gestes, une vie partagée entre la terre et l'océan. Tu aimes faire ça? C'est un travail qui te plaît beaucoup? Ici, si, c'est parce qu'il n'y a pas de travail là. Hein? On fait le tarot. Et tu fais la pêche aussi? Et la pêche. La vie de Jacques est faite de sens dans sa perpétuelle lecture des éléments. Le voici pêcheur, attentif au courant, à l'écoute du vent. Et cet océan infini, c'est un jardin mirifique. Il égrène le nom des poissons, pareil à des promesses de fleurs, celles qui donnent évidemment l'appétit d'être. C'est péré, tassa, le temps, et mimi. Et marara aussi, marara. Le soir, on a les poissons. Et après, tu poses le client. Sinon, pas pêcher trop, n'a pas de client. C'est bon, hein? C'est bon. Aux Australes, rien ne donner, il faut chercher. Faire le tour de l'île pour trouver le client, c'est aussi le quotidien de Jacques. Aujourd'hui, la pièce de Tazar est belle, plus de 20 kilos. Le kilo, au final, n'atteint même pas les 500 francs. Ils sont plusieurs pêcheurs à Rimatara, une histoire écrite. Il faut chercher les clients. Parce que les clients, ça... On ne mange pas beaucoup de poissons à Rimatara? Si. Papi, moi, c'est moi qui va pêcher. Ah, vous êtes plusieurs. On a un bateau vert et un bateau alu. Ils voient aussi les poissons. De multiples offices dans une même vie, c'est une réalité quotidienne de toutes conditions dans les îles. Ce soir, Jacques a mis un petit gilet. Avec des amis, il décharge sa production de noni. Elle lui garantit une régularité dans sa trésorerie. Se débrouiller, être vaillant comme les parents, Jacques travaille depuis l'âge de 15 ans. Mais lorsqu'il regarde sa vie, il y a comme une philosophie naturelle et sincère. Tu aurais aimé vivre à Tahiti ou vraiment tu voulais vivre chez toi ici à Rimatara? C'est mieux ici à Rimatara. Pour vivre, hein? C'est mieux ici à Rimatara parce que ici, tu n'achètes comme en hébreu. Tu n'achètes rien? Ouais, tu n'achètes rien. Moi, c'est seulement le tarot, hein? Le poisson, c'est ça. C'est une vie difficile, il faut beaucoup travailler aussi, hein? Tu travailles beaucoup? Ah oui, oui.
c'est difficile à faire le travail ici. Tu es content de cette vie? Tu es heureux d'avoir fait ce choix de rester ici chez toi? Oui. Au jeu des saisons et au fil des jours, dont ici le rythme est musique d'âme, nous avons vu Jacques Heureux. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. Nouveau blackout sur l'île de Tahiti, survenu donc aux alentours de 9h30 ce matin. Selon EDT, une mauvaise manipulation pendant une opération de routine sur un boîtier situé à Aroué a provoqué la panne. Sauf qu'il a fallu, dans ce cas précis, 2 heures pour que tout refonctionne. Une panne qui a tout de même perturbé la circulation. Heureusement, tout est revenu à la normale vers 11h30 et c'est aussi à la une de votre presse demain, la dépêche notamment qui titre « Nouveau blackout sur Tahiti ». Tahiti Info, Huratapairu à Orimai. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 l'info radio à suivre 2 épisodes de votre série Profilage. On se quitte sur les images de la Holoponiva'a. 2e étape entre Moorea et Huahine. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet.